Voilà déjà 3 jours que la fête de la culture nationale bat son plein, la SNC vue de plus près depuis Bobo, la capitale. Ce sera tout à l'heure avec nos équipes sur place. Le feu passe au vert pour le Conseil des ministres sans papier, mise en œuvre pratique de la nouvelle façon de faire. Le test du premier e-conseil de l'histoire est concluant. Et puis 110 milliards pour améliorer les conditions de vie des populations burkinabais. C'est l'enveloppe nécessaire à la mise en œuvre des mesures sociales. La nouvelle est tombée hier. Pour plus de détails sur le sujet, nous avons sur ce plateau le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Lucien Marie-Noël Bembamba. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Pour le moment, pour un test, il est concluant et ouvre du coup la voie au Conseil des ministres sans papier. Ce matin, les ministres ont tenu le premier e-conseil. La nouvelle méthode surfe sur les opportunités, les technologies de l'information et de la communication, de l'avis de ceux qui l'ont testé. Les avantages ne se comptent pas, plus de sécurité, plus de rapidité et meilleur suivi. Les dossiers, entre autres, maintenant restent aux membres du gouvernement de mieux se familiariser avec le nouvel outil. Adama Koulibaly. Aujourd'hui, nous allons donc, pour la première fois, nous exercer ensemble ce travail gouvernemental de Conseil des ministres. Et nous espérons que cela va nous permettre, comme je le dis, d'aller plus vite, mais aussi d'avoir des résultats beaucoup plus conséquents. Et c'est parti pour le tout premier essai grandeur nature du e-Conseil des ministres, c'est-à-dire le Conseil des ministres électronique sans support papier. La plateforme e-Conseil des ministres est une solution électronique entre membres du gouvernement et leurs proches collaborateurs, que sont les conseillers techniques, les secrétaires généraux, autres directeurs de cabinet. 2 heures d'horloge après, l'expérience s'avère probant et présente de nouvelles opportunités en matière d'efficacité dans l'accomplissement des tâches qui incombent à l'administration de manière générale. On a appris à travers ce premier exercice qu'il nous faut encore apprendre, parce que travailler à 2, 3, c'est parfois plus facile qu'à 30. Donc je crois que nous allons nous y mettre pour bien sûr être à un niveau qui nous permet effectivement de tirer profit de cette nouvelle technologie qui, bien sûr, aujourd'hui est devenue un facteur important pour nos ambitions de développement, que ce soit ici ou ailleurs. Car si nous sommes entrés dans ce système, c'est bien parce que de plus en plus nos administrations ont besoin de plus de productivité, de sécurité aussi. Et cette plateforme électronique a séduit plus d'un ministre, même s'il y a des aspects à améliorer. C'est un environnement de technologie, donc je pense que le gouvernement gagnerait mieux à continuer cette expérience, mais travailler à la maîtrise des outils. Et surtout, le point qui me préoccupe, c'est que l'on assure la sécurité et la fluidité vraiment dans le réseau. C'est très intéressant parce que c'est travailler aussi dans un système de réseau de partage d'informations. Et comme on est une équipe gouvernementale, moi j'avoue que j'avais déjà une expérience ailleurs parce que je travaille au niveau panafricain. On travaillait beaucoup en réseautage justement avec un tel type d'instrument. Donc c'est très utile. Travailler sans papier, je crois que c'est un changement de culture et d'habitude et c'est beaucoup de rigueur et d'exercice et c'est aussi, je dirais, beaucoup d'application et d'attention, mais aussi de performance et de résultats. En plus des avantages qu'il offre, c'est un outil qui fonctionne au sein d'un intranet sécurisé auquel on ne peut avoir accès que si l'on est dans le réseau résident. Déjà, l'avantage du e-conseil. Posons, il y a 63 lots de dossiers à partager aux ministres, à leurs conseillers, à la primature, à la présidence. Ça fait combien de kilos de papier tous les mercredis à générer? Dans l'administration générale, déjà vous-même, vous le savez, vous n'écrivez plus des lettres. Ce sont des mails, ce sont des SMS. Donc tout ça, ce sont des économies. À partir de Internet, on ne peut pas avoir accès à la plateforme e-conseil. Ce n'est pas possible. Et si on est dans Internet, il faut qu'on rentre dans la plateforme. Et pour rentrer dans la plateforme, on ne peut rentrer qu'avec un appareil qui est autorisé, parce que l'appareil a été enregistré au préalable. Même un ministre, avec un autre appareil, avec son mot de passe, ne peut pas rentrer dans la plateforme. En principe, donc, à partir du dernier mercredi du mois de mai, le Conseil devrait être entièrement électronique
en attendant que tous les membres du gouvernement puissent être au diapason de cette innovation à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Alors, monsieur le ministre, vous qui êtes sur notre plateau, on ne va pas résister à l'envie de demander votre avis sur la nouveauté. Vous l'avez testé ce matin avec les autres. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi, j'avoue que j'ai une appréciation très positive de cet instrument-là. Et comme c'était indiqué, en ce qui me concerne, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout la faculté de partage. Et parce que nous utilisons beaucoup de documents. Et avec cet outil, on peut partager assez aisément, en peu de temps, aussi bien avec nos collaborateurs qu'avec les autres ministres. Et parce que voilà, quand je traite un dossier, il y a des aspects qui concernent d'autres collègues. Bon, au lieu de passer par le courrier pour lui envoyer à tous les délais, je peux lui transmettre le dossier déjà pour qu'il regarde, qu'il me donne sa appréciation avant que je finalise. Donc, de ce point de vue, c'est vraiment très intéressant. Et puis, bien sûr, les gains de temps, et toutes choses qui vont certainement avoir un impact sur la qualité de nos travaux. Et puis, réduire le temps du conseil, parce que très souvent, parce qu'on a beaucoup de paperasse, ça prend du temps, et avoir une efficacité. Donc, personnellement, je suis vraiment très favorable à cet outil. Bon, maintenant, c'est le début. Il faut reconnaître que ce n'est pas évident pour beaucoup. Donc, il faut beaucoup de répétitions. Et du reste, on a retenu qu'il faut qu'on travaille davantage en équipe pour mieux maîtriser cette petite-là. En dehors même des rencontres entre ministres, en dehors des conseils des ministres, je veux dire, les travaux dont vous parlez. Tout à fait. On va se retrouver entre des exercices pratiques. Exactement. Voilà. On va aller vers les TD, comme on dit, puis on va voir ce que ça va devenir. D'accord. La suite du journal, et puis on revient donc sur le conseil extraordinaire des ministres d'hier lundi. L'un des points majeurs concerne les nouvelles mesures pour améliorer les conditions de vie des populations. 110 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour cela. Ces mesures sociales, il faut le rappeler, couvre la population dans ses composantes, dont les travailleurs, les jeunes, les femmes, les étudiants, les retraités, les couches dites vulnérables. On regarde de plus près à ces mesures avec Idrissa Sery. 110 milliards de francs CFA financés par le budget de l'État gestion 2014, c'est l'effort supplémentaire consenti par le gouvernement pour consolider les mesures sociales adoptées en septembre 2013 avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Toutes les composantes de la société seront touchées par les nouvelles mesures. On peut retenir des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement pour consolider les filets sociaux et soulager la population active. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. À ce titre, 54 milliards 700 millions de francs CFA seront mobilisés pour revaloriser les revenus à partir du 1er janvier 2014. C'est un acquis des échanges entre gouvernements et partenaires sociaux. Élément fondamental dans le dispositif des mesures sociales, les actions en faveur des couches sociales vulnérables seront renforcées. Entre autres, ce sont 1000 emplois qui seront créés dans la collecte des déchets plastiques. Près de 6000 contractuels pour la promotion de la santé dans 130 communes. En ce qui concerne les travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO, le programme sera reconduit pour 3 mois pour les 83 593 jeunes et femmes recrutées. Les fonds nationaux, en tant que structure palliative aux problèmes de financement des projets jeunes, seront renforcés par la création d'une ligne budgétaire de 5 milliards de francs CFA. Toujours dans le même sens, 5 autres milliards de francs CFA seront mobilisés dans le cadre d'une opération spéciale de financement des associations organisées du secteur informel. Le gouvernement accorde une place de choix à l'enseignement supérieur qui joue un rôle fondamental dans l'encadrement, la formation et l'accompagnement de la relève. Les mesures seront poursuivies en faveur des universités avec une dotation exceptionnelle de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures universitaires. Le contingent annuel des bourses passe de 1000 à 2000 avec un quota spécial de 300 bourses pour les filles. À compter de cette même rentrée 2013-2014, le taux mensuel de bourse est relevé de 20%. En première année, la bourse devrait passer de l'ordre de 32 000 francs CFA à 38 400 francs CFA. Sans être des mesures ponctuelles, pour le gouvernement, l'objectif est d'apporter des réponses durables aux préoccupations des Burkinabés. Il est prévu dans les années à venir la reconduction dans les projets de budget des crédits nécessaires à la pérennisation des principales mesures. Et parmi ces mesures en question, il y a notamment la révalorisation des indemnités des agents de la fonction publique, comme cela a été dit. Dès la fin de ce mois, les concernés pourront constater l'effectivité lors des paies. C'est déjà même constaté. Que pense l'homme de la rue de cette mesure spécialement? Eh bien, notre équipe de reportage a promené son micro à Ouaga. Écoutez plutôt les réactions.
Pour moi, c'est venu un peu, j'allais dire un peu tard. Oui, bon, je pense que c'est historique, parce que pour ce que j'entends, je sais que certains agents me disent qu'ils ont entre 30 ou 40 000 francs d'augmentation de salaire. Je pense que ça c'est historique et c'est bon à prendre. Ça va nous aider. On fait beaucoup de trucs, sinon... C'est un peu bon, mais bon, ils n'ont qu'à essayer. Comme il y a le salaire, bon, depuis 1960, ça n'a jamais été changé. Mais un peu, que Dieu les donne bon cœur ouvert pour qu'ils puissent améliorer. Sinon, on les remercie beaucoup. Je pense que ça a été une bonne chose que l'État ait songé à aller hausser ces indemnités-là. Parce que réellement, ce n'était pas à la hauteur de ce que les gens devaient avoir. Mais quand je prends par exemple le cas des enseignants qui doivent travailler non seulement au bureau et se retrouver dans leur propre logement pour continuer le travail, je pense qu'il y a de quoi vraiment prendre cette indemnité au sérieux. Vraiment très très intéressant et nous louons vraiment l'acte de notre gouvernement à ce sujet. C'est très intéressant parce que si les populations sont très pauvres, c'est ça qui amène les problèmes. Si on ne peut pas avoir à manger, si on ne peut pas vraiment résoudre le minimum de problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est ça qui fait qu'il y a souvent des troubles. Je vois que c'est une très très bonne chose que le gouvernement vient de faire, mais il faut un peu plus. Parce que la vie coûte excessivement cher aujourd'hui. Et si on voit le coût de vie dans les pays limitrophes, comparativement au Burkina Faso, je pense qu'ils viennent de faire, mais c'est peu. Ils n'ont qu'à augmenter. Bon, vraiment, ce n'est pas une situation qui est mal. Seulement, comment on appelle, il se trouve qu'il y a quand même des corps qui ne sont pas encore satisfaits. Je me suis renseigné, c'est le cas du Sinapagé. En tout cas, sinon, vraiment dans l'ensemble, c'est une bonne chose. En tout cas, ça permet quand même, comment on appelle, fonctionnaires, vraiment, de joindre un peu les deux bouts. Voilà. Le gouvernement fait des efforts. On ne fait que les louer dans cet effort. On sait que c'est difficile. Ce qu'ils font, c'est au vu de ce qu'on a comme moyen de bord. On ne peut pas excéder au-delà, quoi. C'est déjà quelque chose. On prend ça et puis on négocie davantage. Du jour que s'il y a du mieux, on fait avec. Voilà, ce sont des réactions rassemblées par Bouma Ernest Nébié. Monsieur le ministre, vous avez entendu l'appréciation de l'homme de la rue, du citoyen lambda, on va dire plutôt, sur ces mesures sociales adoptées par le gouvernement, mises en œuvre par le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions? Donc, je note d'abord que dans l'ensemble, ils reconnaissent quand même qu'il y a un effort qui a été fait. Mais aussi, et c'est légitime, ils s'attendent à ce que ce soit mieux. Mais certains ont compris un peu les contraintes que nous avons. Ils savent que ce n'est pas par manque de volonté, mais c'est aussi lié à notre capacité. Et du reste, il faut savoir quand même que c'est le fruit de négociations qui ont beaucoup duré. Ça veut dire que c'était très complexe, très difficile. Mais l'essentiel est là, nous sommes parvenus à un accord. Et aujourd'hui, il faut se féliciter et que les deux parties aient pu conclure, en tout cas sur ces différents points. Et donner des perspectives, parce qu'il faut noter que le communiqué qui a été signé indique clairement qu'il y a des points d'accord sur lesquels, effectivement, le gouvernement s'engage à mettre en œuvre, mais il y a des points de désaccord sur lesquels on s'engage à poursuivre. Donc, je pense qu'il faudra que les gens aient ça à l'esprit et bien sûr comprennent que, pour l'instant, le gouvernement fait ce qu'il peut faire compte tenu de ses moyens et que voilà, la porte n'est pas fermée, il y a des perspectives pour qu'on puisse effectivement, ensemble, en fonction de l'évolution de nos moyens, voir comment on peut satisfaire davantage les travailleurs. Alors, Monsieur le ministre, on va regarder maintenant le détail de ces mesures. Quelles sont les catégories qui vont réellement en bénéficier? Commençons d'abord par les travailleurs de la fonction publique. Je pense que certainement l'une des... Voilà, quand on va en termes de montant, c'est la catégorie qui est la plus concernée, qui s'explique parce que c'est un respect d'engagement que le gouvernement y a à prendre, à savoir le la gain indemnitaire, qui date quand même d'un certain temps. Et à ce niveau, c'est important de noter qu'il y a eu au départ des propositions de base qui ont été formulées par le gouvernement. Et ces propositions, on les a formulées en tenant compte de constats sur l'ancienne grille. À savoir que d'abord, on avait un nombre assez important d'indemnités, près de 26 catégories d'indemnités.
il y avait des inégalités et surtout, on n'a pas en fait un cadre logique pour octroyer les indemnités aux agents. Donc, il a fallu revoir carrément tout le dispositif pour rationaliser. On a essayé de ramener ça à 5 catégories aujourd'hui. On a trouvé une logique pour l'attribution, pour l'accès en tout cas au cadre des indemnités. Et surtout, on a essayé quand même de réduire autant que possible les écarts, même si à ce niveau, nous sommes conscients qu'il faut encore du temps. Alors, c'est dit donc que c'est un domaine qui est extrêmement important, mais peut-être pour essayer déjà d'anticiper sur certaines questions qui vont être posées, et c'est que ce que nous allons mettre en œuvre, comme vous l'avez annoncé à partir de ce mois, c'est les éléments d'accord qui ont été signés et qui font faire de communiquer. Ceux qui n'ont pas fait l'objet d'accord ne sont pas concernés. Donc, c'est vrai qu'il y a des préoccupations certainement pertinentes que certains soulèvent, mais pour nous, on s'en tient pour l'instant à ce qui fait partie des éléments d'accord issus donc du consensus. Est-ce que ça veut dire que concrètement, il y a des gens qui n'auront pas forcément droit à ces mesures-là, à l'application effective, ou qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire parce que déjà on a vu qu'il y a certains qui ont eu à exprimer leurs préoccupations par rapport à non prise en compte. Tout à fait, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas vu le résultat sur leur bulletin de salaire. Voilà. On leur envoie simplement au point d'accord. Il faut qu'ils s'assurent que ça ne fait pas des points d'accord avant de le dire. Si ça ne fait pas des points d'accord, en principe, d'être pris en compte. Maintenant, il y a un autre élément qu'il faut ajouter, c'est que pour corriger ce genre d'indemnités, on a besoin de somme d'éléments. Il se peut que pour le mois de mars, on n'a pas pu faire la correction pour tout le monde. Un exemple très simple, l'unité de responsabilité, où il faut les actes de nomination. Dans les travaux de correction, il se peut qu'on n'ait pas pu avoir pour tout le monde. Pour ces cas-là, on les rassure, il leur appartient de faire la réclamation auprès de la direction des ressources humaines, on va corriger. Ce que je veux dire, c'est que il faudra que les travailleurs s'imprègnent vraiment des conclusions du SAC sur ce dossier-là, parce que des propositions de leur part, mais le gouvernement s'est engagé sur un certain nombre d'indemnités et c'est ça qui va être mis en œuvre. Pour le reste, et c'était clairement dans le communiqué, et on est convenu qu'il faut qu'on en discute. On a mis en place un groupe qui va travailler là-dessus. Donc, par rapport à ça, il faut maintenant qu'on se comprenne et qu'on reste dans ce schéma-là, parce que quelque part, le gouvernement aussi a ses contraintes. Et nous avons une contrainte financière et il était difficile pour nous d'accéder à toutes les requêtes. Encore une fois, nous mettons en œuvre les points d'accord qui ont été donc convenus avec les syndicats et qui figurent dans le communiqué du 28 février donc, 2014. Alors, Monsieur le ministre, parlant des contraintes du gouvernement, est-ce que ces mesures qui sont appliquées actuellement, est-ce que c'est un acquis? Ah, tout à fait. Non, je pense que on a quand même un gouvernement responsable. Avant de s'engager, on s'assure qu'on pourra supporter. Voilà pourquoi c'est difficile la discussion. Et ce que je peux dire, c'est que tout ce qui a été décidé, c'est un acquis. Et la preuve, c'est qu'on a eu adopté des décrets pour formaliser cela. Et par conséquent, il n'y a pas de problème à mettre ça en œuvre. En pareille circonstance aussi, quand il y a des rumeurs d'augmentation, même quand c'est avéré comme c'est le cas actuellement, il y a aussi dans la rue une hausse des prix de première nécessité ou de loyer et autres. Est-ce que vous avez des mesures contre ces éventualités-là? Alors, il faut dire que le volet indemnité des fonctionnaires fait partie d'un ensemble de lots, de mesures sociales. On n'en a pas parlé à beaucoup d'autres mesures qui montrent qu'en dehors des fonctionnaires, il y a d'autres catégories qui vont en bénéficier. Il faut que le potentiel est clair à ce niveau-là. Et parmi les mesures qu'on a eu à prendre, il y a un aspect important, c'est le contrôle des prix. On a prévu de reconduire la mesure. Vous avez vu qu'après les mesures de septembre, au niveau du ministère chargé du commerce, il y a eu des exécutions sorties qui ont fait des contrôles. On va renforcer ces contrôles. Mieux, on va aller vers les sanctions effectives. Et pour ceux qui ne vont pas respecter... Qui seraient tentés de reprendre aux fonctionnaires ce que le gouvernement a donné. Donc, il y a cet aspect-là. Il y aura certainement un renforcement du contrôle et on va côté la sensibilisation. Mais aussi, on lance un appel à ces commerçants pour que, voilà, dans leur côté aussi, ils ne puissent pas exagérer. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils prennent comme mesure, c'est pour soulager quand même les populations. De leur côté aussi, il leur appartient voilà, de s'inscrire dans une logique où ils se contentent de voir leur marge normale et ne pas exagérer en matière de spéculation. Est-ce qu'on peut parler de l'incidence maintenant de ces mesures sur le budget
national. Oui, alors vous l'avez annoncé, quand on prend l'ensemble des mesures sociales, comme j'ai dit, il n'y a pas que les graines indemnitaires, voilà, ça fait 110 milliards. Alors, il faut préciser que c'est depuis le mois de septembre que nous avons engagé ce type de mesures. Et en son temps, on avait indiqué qu'on allait le conduire en 2014. De ce fait, lorsqu'on a fait le budget, on avait déjà anticipé sur la prise en charge d'un certain nombre de ces mesures-là. Donc, une partie de ces 110 milliards, je dirais même près de 60 milliards à peu près, sont déjà inscrites dans le budget de l'État 2014. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait le budget, on l'a dit clairement, on a dit que le budget 2014 va être marqué par la reconduction et le renforcement de ces mesures sociales-là. Alors, le reliquat, le reste, ce sont des éléments nouveaux, parce que, en particulier au niveau de la grille indemnitaire, il y a eu des discussions, négociations, et par rapport à ce qu'on a pris au départ, il y a eu une évolution. Et c'est normal, c'est une négociation, il y a des compromis. Et pour ces cas-là, je vais être très clair, le gouvernement tient à préserver la santé de ses finances publiques, l'équilibre budgétaire. Par conséquent, comme on l'a fait déjà en 2011, la crise sociale, on l'a fait en septembre 2013, et ce que nous faisons, lorsque nous avons des dépenses importantes de cette nature et incompressibles, voilà, soit on augmente les recettes, soit on diminue les dépenses. Dans le cas présent, on n'a pas de marge de manœuvre sur les recettes, donc il n'y a qu'au niveau des dépenses. Donc, à l'occasion de ce Conseil des ministres lundi, le gouvernement a également pris comme mesure de différer certaines dépenses à hauteur de l'incidence supplémentaire de ces mesures sociales-là, de façon à permettre de ne pas aggraver le déficit et de pouvoir réaliser ces dépenses-là. Les ministères ont été invités à identifier dans leur budget des lignes, des crédits, des dépenses qu'ils estiment qu'ils peuvent différer pour qu'on puisse prendre en charge ces éléments-là. En juin, nous allons faire une revue à mi-parcours du budget. On verra comment la situation se comporte et en fonction de ce qu'on va constater, on va aller vers une note vérificative qui va consacrer soit carrément le gel de ces crédits, soit éventuellement le prix si la situation s'améliore. Donc, je rappelle que simplement, ces mesures vont faire l'objet d'aménagements budgétaires pour être prises en charge de façon à préserver notre équilibre budgétaire. On va parler maintenant, pour finir, des perspectives sur les points qui n'ont pas trouvé d'accord jusque-là. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur cette question? Alors, je crois qu'au niveau des discussions, vous parlez de la grille indemnitaire. Tout à fait. Alors, au niveau des discussions avec nos partenaires sociaux, il y a eu effectivement de part et d'autre des commentaires, des observations, des suggestions. Mais ce qui est important, c'est le fait que le dialogue n'est pas rompu. On est tous accordés pour écouter. On a des points d'accord, on les met en œuvre. Nous sommes conscients qu'il y a des désaccords. Continuer les discussions. Et pour cela, on a mis en place un groupe composé des deux parties qui va reprendre point par point ces points de désaccord, les examiner, afin qu'on puisse en discuter lors de nos prochaines discussions gouvernance-syndicat. Et à l'occasion, on refera le point pour voir, certainement apprécier la mise en œuvre déjà des points d'accord, pour voir si effectivement ça correspond à ce qu'on avait convenu. Et maintenant, par rapport aux points, on verra en fonction de la situation ce qu'il est de faire. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour ces précisions. Merci d'être venu sur ce plateau. La suite du journal, le Burkina va abriter un sommet extraordinaire de l'Union africaine en septembre prochain. Pour la réussite de l'événement, un comité national d'organisation est en place. Il regroupe les sensibilités nécessaires à la tenue de tel événement. Le comité qui vient d'être mis en place ce jour même est présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, le ministre Djibril Yipene Bassolé, Bouma Ernest Nebi. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra en septembre 2014 à Ouagadougou va porter sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Et pour le ministre en charge des Affaires étrangères, par ailleurs président du comité national d'organisation de cette importante rencontre, la décision prise par l'Union africaine d'organiser ce sommet au Burkina est un grand honneur fait au pays des hommes intègres et il est du devoir du comité national d'organisation de réussir sa mission. L'intérêt de l'organisation d'une telle manifestation est certain pour notre pays et pour tout le continent africain. Au-delà des retombées économiques et diplomatiques pour le rayonnement international de notre pays, dans le domaine de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté, le Burkina Faso serait le chef de file africain dans ce domaine
et pourrait saisir cette opportunité pour stimuler les initiatives internationales qui permettent de promouvoir les réussites et les expériences burkinabèes. Toutefois, l'organisation d'un tel événement constitue également un défi pour notre pays. Connu pour ses capacités d'organisation des grandes manifestations internationales, le Burkina Faso doit relever le défi en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la réussite matérielle et technique du sommet de l'Union africaine. Le comité national d'organisation de ce sommet extraordinaire de l'UEA à Ouagadougou regroupe toutes les sensibilités du Burkina. Il comprend une cellule de coordination qui est l'instance supérieure de décision et des commissions chargées de l'exécution de tâches spécifiques. Dans les plus hautes instances de dialogue sur les droits de l'homme, le Burkina réaffirme son engagement, celui de faire du Faso un pays de promotion et de défense des droits humains. Genève vient de tenir la dernière session du Conseil des ministres du Conseil des droits de l'homme. Le ministre en charge des Affaires étrangères et celle des droits humains y ont pris part. C'était du 2 au 5 mars dernier. On revient sur quelques interventions marquantes de la rencontre avec Sie Sylvestre Da. La 25e session du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève en Suisse était un rendez-vous de partage d'expériences et de vues entre les pays de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le monde. À l'occasion, le Burkina, en tant que pays membre du Conseil, a réaffirmé son attachement et sa disponibilité à la promotion et à la défense des droits humains. Le Burkina Faso a fait de la promotion de la défense des droits de l'homme un axe majeur de sa politique gouvernementale en matière de bien-être de ses populations. Pour cela, l'adoption en 2013 de la politique nationale des droits humains et de la promotion civique qui trace les grandes lignes de notre politique nationale 2013-2022 en matière de droits humains, ainsi que son premier plan d'action dont la mise en œuvre est entamée, marque l'engagement résolu du Burkina à pérenniser ses actions visant à rendre effective la jouissance par nos citoyens de tous leurs droits sans exception. La mortalité et la morbidité maternelle, les violences faites aux femmes sont des questions sur lesquelles le Burkina compte le plus s'investir, même après son mandat au Conseil des droits de l'homme. Mais pour le chef de la diplomatie burkinabé, la préservation des droits de l'homme ne saurait se faire en autarcie, surtout en Afrique où les foyers de tension vont de pays en pays, ce qui nécessite un renforcement de la synergie d'action. C'est conscient du fait que tout conflit qui se déclenche conduit inexorablement à des atteintes aux droits de l'homme que le Burkina Faso a axé sa politique étrangère au cours de ces dernières années sur la recherche de la paix et de la sécurité en Afrique à travers les actions de facilitation et de médiation conduites par son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, notamment au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et plus récemment au Mali. Le Burkina note avec satisfaction les efforts accomplis par les démembrements de l'ONU impliqués dans la promotion des droits humains, mais estime que les efforts doivent être accrus face aux fléaux tels que le terrorisme qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se mobilise pour que cessent les atteintes intolérables aux droits humains en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Le Burkina Faso souhaite que s'instaure dans nos pays la tolérance religieuse et la coexistence pacifique entre toutes les religions et les peuples, socle d'un développement économique et social respectueux des droits de l'homme. En marge des travaux, le ministre d'État Djibril Bassolé a eu une rencontre avec les ambassadeurs des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique et ensuite avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine. Avec les diplomates africains, les échanges ont surtout porté sur les médiations du président du Faso. Le dernier jour du séjour de la délégation burkinabé en Suisse a été consacré à la coopération bilatérale entre le Burkina et la Suisse. Et puis, je vous le disais en titre, 17e édition de la Semaine nationale de la culture. La fête bat son plein à Bobo-Dioulasso. Nos équipes sont sur place pour vous relayer les échos de l'événement et nous les rejoignons tout de suite.
Bonsoir à tous et bienvenue à SIA où la 17e Semaine nationale de la culture déroule son programme. Ce soir, pour les échos de la Biennale culturelle, nous serons en compagnie de la troupe Bieux-Yon de Lanlé. C'est une troupe de la région du Sud-Ouest. Mais avant, nous allons faire un retour sur la soirée d'hier pour la compétition du Grand Prix national des arts et des lettres en art du spectacle, catégorie poule adulte. 11 troupes se sont succédées sur la scène de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Et voici pour vous le résumé de cette nuit d'hier. C'est avec Ali Traoré. Pour cette deuxième nuit du Grand Prix national des arts et des lettres G-Pénal, ce sont au total 11 groupes qui se sont succédés sur le podium. 6 disciplines étaient inscrites à l'ordre du jour. Il s'agit de l'orchestre, de la musique traditionnelle instrumentale, du chœur populaire, de la vedette de la chanson traditionnelle, de la danse traditionnelle pour adultes et de la création chorégraphique. La grossesse indésirée, l'éducation, la paix sont entre autres thèmes abordés par les troupes durant leurs prestations. Et chacune y allait de sa stratégie pour séduire le public et le jury. Nous sommes ici au Burkina dans une culture plurielle. Quand je dis plurielle, chaque ethnie, chaque entité, chaque région est toute une culture. Et d'ici qu'on arrive à une culture unie, unifiée, comme cela se trouve en France, il y a encore un long chemin à faire. Donc c'est pour cela que ce n'est pas aisé. Et le jury lui-même, qui est composé aussi de compétences diverses, arrive malgré tout cela à apprécier à sa juste valeur les différentes prestations. Si cette diversité culturelle est une difficulté pour le jury, le public, lui, n'en demandait pas plus. En tout cas, vraiment, j'étais très ému. C'est la première fois que j'assiste donc à cette Semaine nationale de la culture. Et vraiment, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Il y a une diversité de cultures, il y a aussi de l'innovation. Et on sent aussi que les gens sont motivés et participent avec beaucoup de fierté aussi. C'est le même enthousiasme qui se lisait sur le visage des membres des troupes en compétition. Car même s'ils ont le premier prix du G-Pénal en ligne de mire, ils n'oublient pas l'aspect promotion de cette manifestation. Mais c'est sur la scène du Théâtre de l'Amitié que les jeunes artistes rivalisent de talent en ballet et en danse traditionnelle et moderne depuis hier. Pour la première nuit, 7 troupes se sont partagées la scène pour séduire le jury et visiblement il y a de la matière. C'est Amadou Lougué qui a suivi la compétition poule jeune pour nous. Au menu de cette deuxième soirée du Grand Prix national des arts et des lettres, 7 groupes en compétition dans la catégorie poule jeune. Le groupe Espoir du Mouhoun est le premier sur scène. J'ai trouvé la soirée magnifique et jolie. Ensuite vient la troupe Samba Wende. Originaire du Kadiogo, elle a été plusieurs fois lauréate de la Semaine nationale de la culture. Et j'ai trouvé cette soirée était magnifique. C'était une belle journée. Et la troisième troupe sur scène qui n'est pas passée inaperçue, c'est celle de l'Institut des jeunes sourds du Faso. Formée d'enfants atteints de surdité, elle entend montrer aux yeux de tous que le handicap n'est pas une fatalité. La soirée était très bonne, surtout avec les sourds. Ils nous ont beaucoup impressionnés. Le public a également eu droit à la prestation de la troupe de l'école Atuna de Pama dans la Kompenga. Créée en 2013, cette troupe qui arrive pour la première fois à la SNC nourrit bien l'espoir de repartir avec un prix. Dans la catégorie ballet, la troupe Faso Espoir, créée en 2013, fait également ses premiers pas à la Biennale culturelle de Bobo-Dioulasso. Composée d'élèves danseurs, cette troupe créée par un instituteur veut aussi montrer que l'activité culturelle n'a pas toujours un impact négatif sur l'école. La compagnie de l'espoir au Béonéré, créée en 2000, ce groupe qui a bénéficié d'une tournée artistique au Danemark participe pour la 3e fois à la Semaine nationale de la culture. La soirée, je la trouve excellente. Les ballets nous a plu beaucoup.
Enfin, la troupe Espoir de Koudougou boucle la soirée. Fondée en 2008 par une enseignante mordue par le virus de la culture, la troupe prend part pour la deuxième fois à la SNC. À l'édition de 2012, elle avait décroché la 3e place en ballet. Le Yoba est présent à la SNC avec plusieurs troupes en compétition dans plusieurs catégories, mais la troupe qui nous accompagne ce soir, la troupe Bio-Ion de l'Allée, elle n'est pas en compétition mais en animation et c'est elle qui nous accompagne. Et avant de parler du Yoba à la SNC 2014, nous allons écouter et regarder quelques pas de danse avec la troupe. Voilà quelques pas de danse donc du Yoba avec la troupe Bio-Ion de l'Anlé. C'est donc quelques pas de danse que nous venons de voir. Il s'agit de quoi comme danse là? Nous venons de danser le Bewa. Le Bewa. Et le Bewa c'est quoi comme danse? C'est une danse de résistance. Il y a le Binet aussi, il y a le Bobinet, il y a le Kobinet aussi. Tout ça sont des différents pas, mais le Kobinet c'est lors des rites funéraires qu'on danse ces pas-là. Comme je le disais, le Yoba est présent à la SNC 2014 avec plusieurs troupes et c'est M. Oumarou Traoré qui est le responsable artistique de ces troupes-là. Monsieur Traoré, dites-nous, vous êtes venu finalement avec combien de troupes à la SNC cette année? Je suis venu en compétition avec une troupe en musique instrumentale traditionnelle, la troupe Templan, et la troupe Yampala de Gorgane, en musique et en vedette de la chanson traditionnelle avec la même troupe Yampala de Gorgane. Je suis venu aussi en chœur populaire avec une troupe qui est de Nimi, la troupe Pougouli de Nimi. Et nous sommes venus avec des archers. Donc vraiment, le Yoba est venu, en tout cas à la participation de la SNC, avec une forte délégation. Et qu'est-ce que vous espérez à la SNC 2014? Quelles sont vos ambitions? Le Yoba, sa spécialité, c'est dans le tir à l'arc et aussi en danse traditionnelle aussi. S'il plaît à Dieu, cette année, nous aurons en toi un prix en chœur populaire, s'il plaît à Dieu. Et nous souhaitons cela. Et les compétitions après les régionales, comment vous les avez préparées? Je veux dire, après les phases régionales, pour la compétition finale, quelles ont été vos stratégies? Bien, avant la phase régionale, nous avons organisé des entraînements, des répétitions en partenariat avec certains maires qui ont bien voulu accompagner notre entraînement pour que cela se passe très bien. Donc il y avait des difficultés quand même, mais nous sommes quand même parvenus à faire une bonne moisson, puisque après ces répétitions avant la régionale, puisqu'il n'y a pas eu de provincial. Donc il fallait vraiment préparer les équipes pour être bien aguerries et affronter les régionales. Ça n'a pas été facile, mais le Yoba a failli prendre la part du lion. Et vous êtes confiant pour la phase finale? Nous sommes confiants, très confiants pour la phase finale. On va parler un peu, M. Traoré, du thème de la SNC 2014 qui parle de l'économie de la culture. En fait, il faut arriver à ce que la culture puisse rayonner, qu'il puisse contribuer au développement du pays, mais aussi que la culture puisse faire vivre véritablement ses acteurs. Dans le Yoba, comment vous appréciez ce thème-là? La culture, c'est, comme on le dit, c'est le pétrole de ceux qui n'ont pas du pétrole. Les pays qui n'ont pas du pétrole, le pétrole, c'est la culture. Et c'est lui qui s'y met dedans. Oui, même les arbres que vous voyez. Mais les arbres ont aussi leur passion. Ceux qui aiment les arbres, qui sont passionnés par les arbres, sont aussi là. Et dans la nature, si on protège les arbres, c'est un grand gain qu'on fera, parce que l'économie vient aussi de la nature. Vous voyez les sculpteurs, on sculpte les vraies formes de sculpture dans le bois.
puisque le bois est plus malléable que la pierre, pardon. Bien vrai qu'il y a les pierres sculptées, mais si on continue à détruire les arbres aussi, ça va bien. Mais on voit que une sculpture a encore plus de valeur quand elle est vraiment bien explorée. D'accord. Alors pour vous, le thème de la SNC est vraiment d'actualité. Si on prend le cas, par exemple, de cette troupe qui a animé quelques secondes, elle n'est pas là en compétition cette année, mais c'est une vieille troupe parce qu'elle est créée depuis les années 60. Aujourd'hui, elle vit toujours malgré les difficultés. Comment vous faites justement pour que cette culture-là continue d'être un levier de développement pour ces gens-là? Oui, la culture, par exemple le balafon. Le balafon qu'elle vient de taper, le balafon c'est un instrument qui est l'identité du Dagara. Et à chaque fois qu'il y a funérailles, on va battre le balafon. À chaque fois qu'il y a résistance populaire aussi, on va battre le balafon. Donc le balafon est lié à notre âme. Donc en aucun cas, cette action de répéter toujours, on ne peut pas oublier la culture. Même si on ne peut pas vivre d'elle économiquement, mais on vit d'elle spirituellement. Et comment vivre d'elle économiquement? C'est là la question en réalité. Mais si on vit spirituellement, c'est que on vit économiquement. D'accord, ok. Alors maintenant, la SNC, c'est depuis 2 jours les compétitions ont commencé. Vous compétissez dans plusieurs catégories. Vous avez commencé déjà les compétitions. Quelles sont vos dates en fait? Bon, notre première compétition, c'était le 23, avec la troupe Kouli de Niamey en chœur populaire. Et demain même, on est en compétition en musique instrumentale traditionnelle. Nous bouclons notre compétition le 28, vendredi, avec la vedette de la chanson traditionnelle qui est en train de chercher vraiment un promoteur parce que c'est un produit déjà prêt. Mais maintenant, je reviens à cette économie-là. C'est nous-mêmes en s'investissant pour soutenir les artistes que vraiment ils auront un lendemain meilleur. Et la SNC, c'est un tremplin pour ces artistes-là. Merci beaucoup. Déjà, avec le musée de la musique, nous sommes allés presser là-bas. Et c'était vraiment très intéressant. On a vu que le public a beaucoup apprécié ça. Et c'est ça aussi, vraiment, tout n'est pas... Souvent, je le paraphrase. Je dis, ceux qui aiment la culture, ils dorment sur l'argent, mais ils n'arrivent pas à le bouffer. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci pour cet entretien. Merci pour la troupe Bio-Ion qui nous accompagne ce soir. Et avant de nous dire au revoir, on va demander une petite note musicale et quelques pas de danse pour dire au revoir. Merci. Réprimé. Voilà beaucoup. Merci. Merci à la troupe Bio-Ion. Nous allons poursuivre et nous allons nous intéresser maintenant à une autre jeune troupe. On va dire au revoir à nos amis de la troupe Bio-Ion de l'Allée. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir. Et nous allons rester pour parler un peu de la troupe, d'une jeune troupe dans la région de la Boucle du Moun. Il s'agit de la troupe Nazuki de Bagassi. C'est une troupe qui a été créée cette année même et qui va compétir dans la catégorie chœur populaire. Pour son baptême de feu, la troupe compte bien repartir avec le trophée et c'est Kadou Romenki qui nous la présente. Ces tenues traditionnelles et ces balafons sont caractéristiques de l'identité culturelle de la région de la Boucle du Mouhoun. En lice pour les compétitions, la troupe Nazuki de Bagassi est sortie première de la dite région lors des éliminatoires dans la catégorie chœur populaire. Elle reçoit ici les félicitations de sa première responsable. L'amour de la culture, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand moi j'étais au lycée Zenda, j'ai été la déléguée aux affaires culturelles du lycée Zenda dans les années 81. Ensuite à l'université, j'ai toujours participé au niveau des ballets. Mais pour ce qui est de la troupe, c'est pour le compte de la fondation Lano Nyomu. Donc je suis la trésorière responsable de la troupe.
Bon, les chansons, c'est des chansons populaires. Les chansons que les jeunes filles ont l'habitude de dire lors des manifestations, des fêtes. Et puis aussi, il y a des chants d'hommage. En 3-4 mois, on a eu donc des répétitions très intenses. Nous sommes très confiants et nous espérons retourner à Bono avec le trophée. Pour cela, la troupe Nazuki n'entend pas s'arrêter en si beau chemin. C'est notre responsable qui nous a révélé au public. Nous allons donc continuer à bien travailler, car l'excellence passe nécessairement par l'amour du travail bien fait. Trouve Nazuki, c'est notre grand-père. Dans le temps, Nazuki, son travail, c'est quoi? S'il a mis son enfant à l'école, bon, il veut savoir que son enfant soit premier ou soit deuxième. On va travailler beaucoup, savoir que notre grand-père travaille avant. Premier, voilà. Ainsi, différentes troupes mènent d'intenses répétitions ici à la place de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso, chacune avec espoir de mieux s'illustrer dans sa catégorie. Les parlementaires burkinabés participent à la biennale culturelle. Les députés vont décerner cette année un prix dans les compétitions en poule jeune. Mais avant, les élus nationaux ont voulu s'entretenir avec les membres du jury et les responsables de la SNC. Le point avec Anna-Lucie Kéré. Les députés membres de la CASC, la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles, ont rencontré ce lundi le directeur général de la biennale culturelle. Sidi Kaoré a saisi cette opportunité pour présenter notamment sa structure, les perspectives qu'offre la Semaine nationale de la culture et les difficultés auxquelles la manifestation est confrontée. Lorsque vous n'avez pas la sécurisation de vos fonds, c'est difficile de lancer des activités parce que si vous devez faire des réajustements par la suite, cela va poser beaucoup de difficultés. Donc nous comptons vraiment sur ce soutien. Nous comptons également sur leur participation à la manifestation. Nous comptons sur leur plaidoyer. Et nous comptons également sur eux afin que justement ils soient des ambassadeurs de notre culture auprès des populations qui les ont élus et qui les représentent à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux ont poursuivi les échanges avec des membres du jury des prix spéciaux afin de s'imprégner des principaux critères de choix des meilleurs artistes avant de se mettre à la tâche. Le Palma décernera cette année un prix spécial en poule jeune du jeu pénal, le Grand Prix national des arts et des lettres. Nous, on encourage ces jeunes à redoubler, à mettre en application ce qu'ils ont exprimé sur le podium, notamment le civisme, la paix, la démocratie. Voilà, c'est ce que nous souhaitons pour le pays, pour le Burkina. Dès les premières journées des compétitions, les membres du jury du Palma étaient séduits par les prestations des jeunes. Vraiment, je suis satisfaite. Vu vraiment l'engouement et ce que les jeunes ont eu à faire ce soir, vraiment j'étais très émue parce que c'est ma première fois de participer. Ce qui les conforte dans leur conviction que la Semaine nationale de la culture doit être soutenue conséquemment. Tout le monde dit ce qui nous reste là, c'est notre culture. Donc je pense qu'on devrait faire des efforts. Au niveau de l'Assemblée, je pense que les députés qui sont là feront un plaidoyer auprès du gouvernement pour que des moyens conséquents soient donnés à la SNC pour vraiment rehausser notre culture. Au total, ce sont une vingtaine de troupes qui vont rivaliser de talent du 24 au 26 mars en ballet et en danse traditionnelle dans les compétitions en poule jeune du jeu pénal. Quel groupe remportera le prix spécial de l'Assemblée nationale? Rendez-vous le 29 mars prochain pour la remise des prix spéciaux à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. La Semaine nationale de la culture, c'est également le lieu idéal pour interpeller hommes de médias et de culture sur la problématique de la promotion de la culture burkinabé dans les médias. Le débat a été ouvert par le Conseil supérieur de la communication pour susciter intérêt et synergie d'action sur la question de la visibilité de la culture au Burkina Faso. Et c'est Kadou Roumenki qui a suivi les débats. Réunis sous la présidence du Conseil supérieur de la communication CSC, les différents acteurs du monde des médias et de la culture échangent ici à Bobo-Dioulasso sur la problématique de la promotion de la culture burkinabé dans les médias. Et selon la présidente du CSC, Béatrice Damiba, ce panel vient à point nommé. On ne pouvait pas trouver un meilleur cadre
que la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso pour tenir cette rencontre, comme la contribution du CSC au rayonnement de la culture. Pour l'histoire, la tenue de ce panel est la résultante d'une marche des artistes à Ouagadougou en septembre dernier pour réclamer une valorisation de leur métier. Et cette réflexion qui, au-delà d'apporter une réponse à cette marche, fera également la promotion de la culture de façon générale. Un tel panel revêt pour le ministère de la Culture et du Tourisme une importance particulière. Et nous souhaitons que toutes les recommandations, que je n'en doute pas, en tout cas qui seront pertinentes, puissent être mises en œuvre et cela pourrait éventuellement contribuer à promouvoir davantage ce que nous avons comme richesse, à savoir la culture burkinabé. Notre attente, c'est quoi? C'est au sortir de ces réflexions-là, qu'on puisse avoir des orientations claires pour appuyer les artistes, notamment si on nous dit par exemple qu'il faut observer 40% pour les médias nationaux. Nous attendons en tout cas des résultats assez plausibles pour pouvoir les exploiter, les mettre en exécution. À l'issue de ce panel, les différents acteurs de la culture attendent donc des recommandations pertinentes, des propositions qui devront apporter de l'eau au moulin de la culture. Les nouvelles de la SNC pour ce soir, c'est fini. On se retrouve demain pour d'autres actualités de la Biennale culturelle ici à Sia. À demain. Voilà donc pour le point de cette journée de la Semaine nationale de la culture. Merci Marguerite, merci aussi à toute l'équipe depuis Bobo pour les échos. Vivement demain, en attendant la suite du journal des jeunes du centre-est du Burkina, désormais incollable en matière de civisme. Sous la dictée du SND, le Service national de développement, près de 350 jeunes de la région vont en apprendre plus sur les droits et devoirs du citoyen, le respect du bien public et autres valeurs patriotiques. L'initiative vise à amener la jeunesse à jouer de conscience dans le jeu démocratique. C'est un Kodogo qui a abrité la rencontre, le point de nos correspondants sur place, Kassoum Souri et Adama Marcelto. Ils sont au total 350 jeunes de la région du Centre-Est à prendre part à cette session de formation civique et patriotique initiée par le Service national pour le développement SND. Âgés de 18 à 30 ans, ces participants à cette session sont issus des mouvements et associations de jeunesse et des appelés salariés du SND des différentes directions régionales du Centre-Est. L'objectif de cette formation est d'inculquer un esprit citoyen à la jeunesse burkinabé en abordant plusieurs aspects. L'objectif de la formation, c'est d'amener les jeunes à assumer leurs responsabilités sur le plan social, sur le plan politique, au niveau régional comme au niveau national. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels nous allons insister, notamment les droits et devoirs des citoyens, les notions de décentralisation et de concentration, les notions de genre, l'animation de la vie politique en démocratie, le rôle et la place de l'armée dans une démocratie. C'est surtout de ces aspects-là que nous allons discuter avec les jeunes. Le secrétaire général de la région du Centre-Est, représentant le gouverneur, a exhorté les participants à plus d'attention. C'est d'abord qu'ils se montrent assidus et qu'ils puissent véritablement tirer le meilleur profit de cette formation, de sorte à renforcer leur culture générale, à renforcer la citoyenneté. Tout ce qui rentre dans le cadre du civisme, automatiquement, ça rentre dans le cadre aussi de la gestion de la cité et la contribution au développement de la cité. Donc automatiquement, en tant que jeune, qui devons assurer la relève, personnellement, je suis venu pour apprendre plus concernant ce civisme et le patriotisme. Pour le directeur général du SND, la jeunesse du Centre-Est sortira de ces 5 jours de formation avec des comportements nouveaux. La tournée régionale du MPP, le mouvement pour le progrès du peuple, se poursuit dans la région du centre-sud. Après Pau et Manga, c'est Kombisiri qui a accueilli ce week-end les représentants du bureau politique national. Les raisons du divorce avec le CDP, les ambitions du parti et les attentes vis-à-vis des populations ont été les points essentiels des échanges. Le point de Oswald Gaëtan Segueda. Kombisiri, 3e étape de la tournée régionale du MPP dans le centre-sud. Ce 23 mars, les populations du Bazega ont eu droit à une séance d'explication sur les convictions du parti. Pas de modification de l'article 37, pas de transition politique possible. Le message est clair, un changement doit s'opérer en 2015 et pour cela,
il faudrait compter avec le MPP. Nous allons combattre, nous allons travailler pour asseoir davantage la démocratie, la peaufiner, l'améliorer davantage, la parfaire, je veux dire, et également remettre le pays, en tout cas, sur les conditions du progrès partagé, du progrès pour tous, pour la jeunesse, pour les femmes, pour les anciens, pour toutes les catégories de ce pays. Le parti ratisse déjà large et le congrès des 5 et 6 avril prochains devrait voir des ralliements et même des fusions. Il y a un certain nombre de partis politiques qui veulent fusionner pour former avec nous, fusionner dans le MPP. Nous les accueillons à bras ouverts. À l'issue du congrès et de la mise en place des structures locales, le MPP va entamer ce que certains leaders appellent la marche triomphale vers Kosiam. Le Burkina bientôt sur la voie de la réforme de son code de travail. Pour le moment, c'est le balisage du terrain côté législatif. Réunis en concertation, les experts procèdent à la vérification de la conformité de la législation sociale burkinabé avec les dispositions des conventions de l'Organisation internationale du travail. Le point sur la rencontre avec Yolande Lompo. C'est un atelier national tripartite entre le ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, le Bureau international du travail et l'Organisation internationale du travail. Objectif, valider une étude commanditée par le dit ministère sur la mise en conformité de la législation et de la pratique nationale du travail avec les conventions fondamentales et de gouvernance de l'OIT. Nous avons relevé avec la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'organisation qu'il y a des difficultés par rapport à nos textes, notamment le Code du travail et ses textes d'application. Et au plan interne aussi, nous avons des débats avec les partenaires sociaux sur les dispositions relatives à certaines dispositions de ces conventions, notamment sur la liberté syndicale. Et nous avons vu effectivement qu'il faut quand même qu'on essaie de toiletter un peu nos textes. Au Burkina Faso, des lacunes quant à l'incorporation de certains principes fondamentaux au travail dans la législation nationale existent et il s'agira pour ces différents acteurs de proposer une feuille de route dans le souci d'harmoniser ces textes avec les normes internationales. Pour la facilitation des échanges commerciaux, les chargeurs d'Afrique prônent l'utilisation de conteneurs de bout en bout. La mesure concerne surtout les chargeurs des pays sans littoral pour assurer la fluidité dans les échanges. Le sujet a réuni à Ouagadougou des experts venus d'Afrique de l'Ouest. Les précisions sur le sujet sont de Nathalie Nabaloum-Savadogo. Au bout de 2 jours de réflexion, les acteurs de la chaîne de transport ont formulé plusieurs recommandations. Il s'agit entre autres de la mise en place de groupes de travail, la baisse des cautions et la pénalité sur les infractions, mais aussi l'accompagnement de l'État et de l'UEMOA pour l'acquisition des infrastructures. Ce sera des recommandations supranationales, c'est des recommandations sous-régionales. Et nous demandons aux autorités, aux organismes sous-régionaux comme l'UEMOA et la CEDEAO de nous appuyer dans la mise en œuvre de ces recommandations parce qu'aujourd'hui, le conteneur est un outil incontournable. Je dis souvent que c'est le conteneur, c'est comme le téléphone portable. Que vous le voulez ou non, vous allez être obligé d'utiliser le conteneur. Donc il vaut mieux se préparer pour effectivement aller dans le sens du conteneur qui est aujourd'hui la boîte qu'utilisent tous les navires. Satisfecit total du côté des participants qui trouvent que le séminaire vient à point nommé. Nous étions en train d'étudier chez nous la possibilité de réduire les coûts pour lutter contre la vie chère et nous avons vu une invitation relative à ces problématiques. Donc ce séminaire est venu à point nommé exactement et c'était pratiquement les problèmes que nous connaissons qui ont été évoqués. Pour nous au niveau du port de San Pedro, nous sommes aujourd'hui à 65% du taux de conteneurisation. C'est dit que demain, tous les transports qui se feront pour la sûreté, la sécurité des marchandises, ça sera par le conteneur. Donc ce séminaire vient à point nommé pour apporter les solutions et anticiper déjà sur le problème de la conteneurisation. Le DG du Conseil burkinabé des chargeurs rassure que les résultats des travaux ne resteront pas dans les tiroirs. Il a donné rendez-vous aux participants à la 4e édition du Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique qui va se tenir en octobre prochain à Ouagadougou.
Le Burkina cherche les solutions d'adaptation au changement climatique. Une quête qui a conduit notre pays à nouer partenariat avec l'Autriche. Ensemble, ils vont mener des projets dénommés « Combattre les changements climatiques par la coopération ». Il sera surtout question de partage d'expériences dans le domaine de l'agriculture et de la foresterie. Le premier acte du projet vient d'être posé. C'est l'état des lieux avant les sorties terrain. Jacques Lamissa Tarpaga. Les effets des changements climatiques menacent gravement l'agriculture et les forêts au Burkina Faso. Malgré de nombreux plans d'adaptation, ces effets se font toujours sentir. Le Centre de recherche pour les forêts en Autriche et le Centre national des semences forestières du Burkina envisagent d'autres solutions, d'où cet atelier de 4 jours à Ouagadougou. Aussi bien le Centre national des semences forestières que le Centre de recherche pour les forêts en Autriche, ils ont des actions concrètes de recherche scientifique. Donc c'est sur ces éléments-là qu'on va se bâtir pour voir quelles sont les synergies à créer pour pouvoir dynamiser le partenariat et proposer des solutions aux décideurs. Les participants ici sont des décideurs, des chercheurs, des organisations de la société civile et des étudiants. Cette rencontre marque le lancement du projet Combattre les changements climatiques au Burkina à travers la coopération. L'Autriche a travaillé longtemps ici au Burkina Faso dans le domaine du développement rural. Et pour rendre durable ce développement, il faut aussi prendre en compte les effets des changements climatiques qui sont aujourd'hui d'une grande actualité. Et l'Autriche a, dans le cadre de son appui au développement rural, beaucoup appuyé le secteur agroforestier. Le projet entend s'intéresser à la diversité biologique, à la vie des populations, mais surtout aux actions de l'homme sur la nature. L'Association internationale de la presse sportive section d'Afrique fait parler d'elle. Elle a tenu son congrès annuel du 18 au 20 mars dernier à Dakar au Sénégal. Les délégués venus de 24 pays dont le Burkina ont passé au crible les entraves à l'évolution de la presse sportive. Des échos de la rencontre avec Victorien Marienne qui était de la rencontre. Pour la deuxième année consécutive, Dakar a accueilli le congrès de l'AIPS Afrique qui, il faut le dire, n'existait que de nom. Le bureau du nouveau comité exécutif, dirigé par le Nigérian Mitchell Obi, semble avoir pris le taureau par les cornes en vue d'une relance conséquente des activités de l'Association internationale de la presse sportive en Afrique. La presse sportive joue un rôle extrêmement important dans le cadre de l'information d'une manière générale. À tous les niveaux du segment, que ce soit à la radio, à la télévision, dans les sites, les journalistes jouent un rôle extrêmement précieux du point de vue de l'information. Motivé par les soutiens multiformes de certaines instances internationales et régionales telles l'IAF, l'AIPS Monde, l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, NBA Afrique, les journalistes sportifs africains ont déterminé l'apport des médias dans la planification des grands événements sportifs. L'occasion était également belle pour le ministre des Sports du pays hôte des 11e Jeux africains, le Congo-Brazzaville, d'entretenir les participants au congrès de Dakar sur les préparatifs de ce grand rendez-vous de la jeunesse africaine en septembre 2015. Il n'y a plus de doute, puisqu'il y a une semaine à peine, il y a eu une mission d'évaluation de l'Union africaine qui est venue pour faire une évaluation. L'évaluation a été faite et nous en tirons le fait que les choses sont suffisamment avancées. Mais il y a encore des recommandations qui sont faites sur un certain nombre d'aspects, notamment l'accessibilité. Et comme nous sommes à 17 mois de l'événement, nous sommes tout à fait convaincus que le gouvernement mettra tout en œuvre pour pouvoir corriger les faiblesses qui existent encore. Si l'on note avec intérêt que la presse sportive africaine s'est réconciliée avec elle-même, il est enfin convenu que son association fêtière, l'AIPS Afrique, aura désormais pour siège Casablanca au Maroc. Voilà, des notes donc de bonnes résolutions pour refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.